patienterai encore un petit peu. Oui, bon, le titre était Foutraque et limite pompeux. Évidemment, on donne toujours un titre comme ça, sans trop savoir encore exactement le contenu de ce qu'on va proposer. Et bon, il s'est avéré que l'articulation que je m'étais proposé de faire entre la Boétie et Marx était périlleuse. Donc je me concentre plutôt ici sur Marx, sur le livre 1 du Capital, et sur le problème du travail des enfants, en fait, dans le livre 1 du Capital. Et j'aimerais faire, disons, quelques remarques en partant d'un sujet bien connu pour qui s'intéresse au problème de la violence dans un horizon théorique défini, en gros par le marxisme. Je veux parler du thème de l'accumulation primitive dont il a déjà été plusieurs fois question depuis hier soir. Thème auquel j'aimerais articuler l'analyse de ces textes donc, qui sont consacrés au problème du travail des enfants et à la manière dont Marx pose ce problème, ou en fait un problème, en le rapportant à la question moins de leur éducation en réalité que de leur inscription dans des institutions d'enseignement élémentaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. De sorte que je suis mensonger une deuxième fois, puisqu'il sera moins question d'éducation que d'école comme lieu d'inscription, très matériellement parlant. Alors, petite remise en situation. Dans le livre 1 du Capital, vous savez que Marx découvre le secret de ce mystère selon lequel l'argent vient à faire des petits. La formule définitoire du Capital, c'est l'argent qui fait des petits. Secret donc qui réside dans l'exploitation de la force de travail par le capitaliste. Mais il reste une question posée en bout de parcours qui ouvre l'avant-dernier chapitre du livre 1. Comment une telle situation peut-elle exister d'un face-à-face entre travailleurs et capitalistes, puisque le capital du capitaliste présuppose la situation dont pourtant il est censé être issu. Réponse de Marx, il faut bien présupposer une accumulation initiale antérieure à l'accumulation capitaliste. Une accumulation, dit Marx, qui n'est pas le résultat du mode de production capitaliste, mais son point de départ. Alors Marx met en évidence un ensemble de conditions qui ont permis ce divorce entre travailleurs et propriété des conditions de réalisation du travail et du coup accumulation d'un capital de l'autre côté. Conditions qui sont caractérisées avant tout par, disons, un rapport de force dissymétrique poussé à sa limite, tendanciellement unilatéral, sans réciprocité. En un mot, si on dichotomise un peu brutalement, si on oppose rapport de force et violence, en un mot donc l'exercice d'une violence. Bon, rapport de force dissymétrique poussé à sa limite. Une force à sens unique. Et de ce point de vue, le paradigme de l'accumulation primitive, c'est l'expropriation brutale des paysans, un des paradigmes, disons, avec évidemment la conquête du Nouveau Monde. À la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, en Angleterre, une quantité importante de paysans sont chassés par les seigneurs de leurs propriétés et des terres communales, transformés en pâture pour les moutons. Et Marx parle de, je le cite, de grandes masses d'hommes qui ont été brusquement et violemment arrachés à leurs moyens de subsistance et jetés, prolétaires hors la loi, sur le marché du travail. Il s'ensuit une série de luttes entre un État attaché au mode de production paysan et la classe naissante des capitalistes, nouvelle noblesse, dit Marx, pour qui l'argent était le seul seigneur et maître. Jusqu'à ce qu'au XVIIIe siècle, il y ait introduction, dit Marx, d'un progrès, en ceci que c'est désormais la loi elle-même qui devient l'instrument du pillage des terres du peuple, autrement dit que la violence capitaliste est intériorisée dans l'appareil d'État sous la forme légale de législation de notre travail, du travail dans le régime de production capitaliste. Alors corrélativement à cette lutte, donc, cette non-lutte, cette violence, disons, de l'accumulation primitive qui concerne les biens ou les propriétés, se déroule une autre histoire. Se déroule une autre histoire qui concerne cette fois non plus les biens, mais les expropriés eux-mêmes, c'est-à-dire les hommes.
Et là, l'activité législative de l'État ne perd pas de temps, si on peut dire. Le même Henri VIII, qui au début du XVIe siècle interdisait la destruction de toutes les maisons de paysans auxquelles attenaient 20 acres de terre minimum, donc qui contrecarrait la violence capitaliste, du capitalisme naissant dans l'accumulation primitive concernant les biens et les propriétés, le même Henri VIII, donc de l'autre côté, promulguait une législation draconienne et sanglante, écrit Marx, contre le vagabondage, explicitement finalisée par l'obligation de se mettre au travail, dit Marx. En somme, en ce qui concerne les hommes, l'État est d'emblée une partie prenante de la genèse du capitalisme. Il participe à la constitution non pas d'une accumulation originelle de biens ou de capitaux, mais, comme l'a relevé Guillaume Sébertin-Blanc dans un article, en l'inscrivant dans le cadre du problème de la surpopulation, une accumulation originelle non pas des biens, donc, mais une accumulation primitive de population superflue. Une accumulation primitive de population superflue. Ainsi, l'État non seulement finit par participer à la libération de la force de travail disponible pour l'inscrire dans les rapports de production, mais aussi, avant ça, avant de participer à cette libération de la force de travail, permet de la fixer, c'est-à-dire de créer les conditions pour que cette libération ne soit pas une perte, mais le premier temps doit devenir force de travail, doit devenir travailleur des expropriés, en s'armant de dispositions légales qui portent directement la violence d'État sur, disons, le devenir contraire qu'il s'agit de conjurer, un devenir vagabond, pilleur, voleur de ces masses de population libérées. Pour la simple et bonne raison que libération des paysans ne signifie pas ipso facto transformation en force de travail. Et Marx peut alors affirmer, c'est ainsi que le peuple des campagnes, brutalement exproprié et expulsé de sa terre, réduit au vagabondage, fut astreint par les lois d'un terrorisme grotesque à la discipline nécessaire aux salariés à coups de fouet, de marquage au fer rouge et de torture. Donc on voit qu'à l'expropriation des paysans s'ajoute une intervention violente de l'État pour que les expropriés ainsi libérés de leurs terres se retrouvent dans la contrainte de vendre leur corps aux capitalistes, contrainte qui consiste en ceci, s'inscrire dans la classe des travailleurs salariés. Et c'est après, ensuite, que la violence d'État fera place à une autre forme de contrainte, muette, écrit Marx, celle que produit la génération permanente d'une surpopulation relative, surpopulation qui maintient la loi de l'offre et de la demande du travail et le salaire dans des voies conformes aux besoins de valorisation du capital. La violence brute extra-économique, comme dit Marx, passe alors au second plan et ne se laisse plus voir directement pour laisser libre cours à la nature des rapports économiques. Cette violence est naturalisée dans les rapports économiques, c'est-à-dire incorporée, disons, au régime de production capitaliste, transformée en nature des choses, la pauvreté, la richesse, la nécessité, les besoins comme autant de données, n'apparaissant plus comme telle que par à-coup seulement exceptionnelle, dit Marx. La violence, seulement exceptionnelle. Et on peut suivre Deleuze et Guattari lorsqu'ils suggèrent dans Mille plateaux qu'à cette incorporation de la violence dans le régime économique du capital, on doit ajouter un déplacement de cette violence et son retournement en force du droit dans l'appareil répressif d'État. Alors, entre ces deux temps, celui de la violence brute et directe de l'accumulation primitive et celui, deuxième temps, de son incorporation, déplacement dans et par l'appareil d'État, Marx fait intervenir un troisième temps essentiel, qui se situe au point de passage, pour ainsi dire, entre la préhistoire du capitalisme et son histoire à proprement parler. Et sans ce troisième temps, nous dit Marx, les conditions de l'accumulation capitaliste normale ne seraient pas réunies. Alors je vous cite un court extrait où Marx identifie ce troisième temps. Il dit ceci, il dit « Il ne suffit pas qu'à un pôle, les conditions de travail se présentent comme capital et qu'à l'autre se présentent des hommes qui n'ont rien à vendre que leur force de travail. Il ne suffit pas non plus de les forcer à se vendre de leur plein gré. Il ne suffit pas de les forcer à se vendre de leur plein gré.
À mesure que progresse la production capitaliste, se développe une classe ouvrière portée par son éducation, la tradition et l'habitude, à considérer comme des lois de la nature allant de soi les exigences de ce mode de production. Il faut donc ajouter à l'intervention directe de l'État sous la forme d'une violence de la loi un autre facteur, celui de l'éducation, la tradition et l'habitude, qui produit des sujets conformes aux conditions d'existence de la classe ouvrière et ne les force pas simplement à s'inscrire dans les rapports du salariat. Alors, dans un livre vraiment passionnant, Stéphane Legrand a montré que, un livre qui s'appelle Foucault et les normes, Stéphane Legrand a montré que le travail de Foucault sur les disciplines, je vais très vite, trouver là, dans ce problème de la constitution, disons, de subjectivité qui s'accorde, alors avec un ensemble de contradictions et de problèmes, mais qui s'accordent néanmoins à leurs conditions matérielles d'existence, que le travail de Foucault donc, sur les disciplines trouvait là-dedans une de ses raisons d'être et donc une de ses significations. Alors j'aimerais montrer pour ma part qu'on peut trouver un autre type d'analyse du problème de l'éducation comme troisième temps, en réalité comme deuxième temps, comme temps intermédiaire entre les deux autres temps que sont la violence brute de l'accumulation primitive et son incorporation, déplacement dans l'appareil d'État. Un autre type d'analyse qu'on trouve chez Marx et qui touche peut-être plus directement à la question de la violence et à la nature du mode de production capitaliste comme régime social. Un type d'analyse qui inscrit les questions d'éducation, au sens très large du terme, dans le problème des conditions nécessaires à la reproduction de la violence capitaliste. Dans le problème, plus exactement, des conditions de modulation et de conjuration de cette violence, de la violence capitaliste, modulation et conjuration sans lesquelles cette violence de l'exploitation ne pourrait même pas se reproduire ni durer. Alors, dans l'analyse qu'il donne du travail des enfants, fondée en grande partie sur les rapports des inspecteurs de fabrique, Marx s'emploie à mettre en évidence une contradiction majeure du capitalisme, en tant qu'il se définit moins par l'exploitation du travailleur, l'extorsion d'un surtravail, que par, c'est bien connu, la surexploitation de la force de travail, c'est-à-dire la tendance à l'extorsion toujours plus grande d'un surtravail toujours plus important. Autrement dit, pour le capitaliste, l'exploitation de la force de travail est potentiellement infinie, sa limite toujours, alors sinon repoussée, repoussable. Et c'est ce que Marx examine autour du problème de la limitation de la journée de travail. On peut bien sûr dire, pour commencer, qu'il y a un salaire minimum à octroyer à la force de travail nécessaire à sa reproduction, sans lequel elle ne se vendrait même pas, c'est-à-dire une limite minimum dans la journée de travail qui en détermine la part nécessaire. À quoi, pour avoir l'ensemble de la journée de travail, il faut ajouter le surtravail. On peut également dire qu'il y a une limite maximale de la journée de travail qui marque le temps du repos nécessaire à la force de travail pour pouvoir se reproduire. Il faut qu'il bouffe, il faut qu'il dorme, en gros. On peut enfin préciser que cette double limite est à la fois physique et morale, qu'elle relève des nécessités physiques de la force de travail et, dit Marx, de ses besoins intellectuels et sociaux dont la portée et le nombre sont déterminés par l'état général de la civilisation. Mais il faut ajouter aussitôt que, tout en existant bel et bien, ces limites ne sont pas données d'avance, ne sont jamais données d'avance. Et c'est ici que se prolonge et se perpétue, pourrait-on dire, au moins dans un premier temps, dans le rapport économique, la violence originelle de l'accumulation primitive. Marx nous décrit, dans ses luttes autour de la journée de travail, Marx nous décrit comment structurellement le capitaliste tend toujours à allonger la journée de travail, que ce soit directement en réduisant les salaires ou en allongeant le temps passé à travailler. Mais il faut presque aller plus loin et dire que le rapport salarial en tant que tel est lui-même toujours déjà l'extension de la journée de travail en acte. Je veux dire que la journée de travail a toujours déjà été rallongée. Elle a toujours déjà été rallongée. La quantification qui permet de distinguer un temps de travail nécessaire en fonction duquel on pourrait repérer le temps du surtravail n'a de sens indépendamment de ce que tolère et accepte la force de travail en question. Au cœur de l'idée même de limite de la journée de travail, il y a la lutte pour la journée de travail parce que les limites sont, comme l'écrit Marx, tout à fait élastiques.
tout à fait élastique, c'est limite de la force de travail. De telle sorte qu'à l'accusation de vol portée par le capitaliste contre le travailleur qui ne travaille pas jour et nuit, puisqu'il a payé sa force de travail, il devrait bosser jour et nuit. Le travailleur peut répondre par l'accusation identique inverse. En allongeant, je cite un passage du Capital, en allongeant démesurément la journée de travail, tu peux dégager en une seule journée un quantum de ma force de travail plus grand que celui que je pourrais remplacer en 3 jours. Ce que tu gagnes ainsi en travail, dit le travailleur au capitaliste, je le perds en substance de travail. Utiliser ma force et la piller sont 2 choses complètement différentes. Le problème, c'est la détermination de la limite entre ces 2 choses. Et Marx de conclure que dans cette lutte entre des droits égaux, le droit de l'acheteur de la force de travail et le droit du vendeur de la force de travail, expression de Marx, c'est la violence qui tranche. C'est la violence qui tranche. Et dans les chapitres consacrés à la journée de travail et à la machinerie, à la grande industrie, Marx nous donne le sens dans lequel la violence a tranché, c'est celui du capital. C'est celui du capital. Et c'est ce que montrent les 2 paragraphes consacrés à la lutte pour la journée de travail normale, d'abord du milieu du XIVe à la fin du XVIIe siècle, puis, 2e paragraphe, au milieu du XIXe siècle. Pour le capital, la journée de travail compte 24 heures pleines par jour, après retrait des quelques heures de repos sans lesquelles la force de travail refuse absolument de remplir de nouveau son office. Et c'est bien dans ce sens que s'oriente la journée de travail dans un premier temps, le sens d'un allongement de la journée et d'une exploitation tendanciellement absolue de la force de travail. Et Marx fait explicitement un rapprochement entre cette tendance à allonger démesurément, dit Marx, hors de toute mesure, hors de toute limite, la journée de travail, avec les procédés colonialistes qui ouvrent à la Renaissance la période d'accumulation primitive. Marx parle de cette pulsion de prolongation de la journée de travail, cette fringale bestiale de surtravail, dans un secteur où les énormes excès commis ne le cèdent en rien aux exactions auxquelles se livrèrent les Espagnols contre les peaux rouges d'Amérique. Donc ça ne le cède en rien aux exactions contre les peaux rouges d'Amérique. Tout se passe effectivement comme si la violence de l'accumulation primitive trouvait à se prolonger, voire à se radicaliser en une violence qui va jusqu'à franchir, comme le dit Marx encore une fois, les bornes extrêmes purement physiques de la journée de travail, c'est-à-dire en clair, à épuiser et détruire la force de travail elle-même, qui est la ressource, pourtant, du mode de production capitale. Alors si le capitalisme peut se permettre, dans un premier temps, entre le XVe et le XIXe siècle, le XVIe et le XIXe siècle, plus exactement, une telle situation, c'est bien notamment par la présence d'une surpopulation permanente. Mais Marx nous dit en même temps que, par la force des choses, cette surpopulation, je cite encore Marx, se constitue d'un flot de générations rachitiques vite épuisées qui s'éliminent rapidement et sont, pour ainsi dire, cueillies encore vertes. De telle sorte que la surexploitation pose problème pour le capitalisme lui-même. Sur la longueur, Marx cite des rapports de médecins qui attestent de dégénérescence de certaines catégories d'ouvriers, en particulier les potiers, dont certains médecins nous disent qu'au fur et à mesure, de génération en génération, ils deviennent nains, souffrent de toutes sortes de maladies, etc. Donc il y a un problème dans la reproduction de la force de travail sur ce plan. Mais surtout, Marx pointe l'avènement d'un phénomène nouveau, à savoir le travail systématique des femmes et des enfants, c'est-à-dire de ce qui devait constituer la sphère de la reproduction de la force de travail. Et ceci, le travail systématique des femmes et des enfants advient, Marx le situe, disons, au moment de l'arrivée, l'introduction dans les fabriques des machines, la transformation de la manufacture en fabrique-usine. L'arrivée des machines et la révolution industrielle, qui font d'abord effet sur le procès de travail et sur ses conditions, et qui transforment la nature même du travail au XIXe. Enfin, fin du XVIIIe, début du XIXe. On peut repérer 2 modifications qui vont forcer, on pourrait dire, qui vont conduire à l'utilisation du travail des enfants. 2 modifications majeures introduites par les machines. Premier changement, première modification,
je vais très vite, les machines demandent une prolongation du temps de travail global, pour des raisons économiques que je passe ici, sinon je serais vraiment trop long. Deuxième modification, donc il faut que ça tourne indéfiniment, les machines. Deuxième modification, le travail demandé n'est plus un travail aussi qualifié que celui que requérait l'usage des simples outils. Le travail ne requiert plus l'habileté technique de type artisanal que demandait le travail en manufacture, qui lui supposait un apprentissage long et patient de l'usage de l'outil. Le travail en machine, lui, requiert moins une habileté technique qu'une adaptation à un rythme, celui de la machine, et une capacité de concentration, comme vous à l'instant. À tel point que, dit Marx, tout travail à la machine exige un apprentissage précoce de l'ouvrier afin qu'il apprenne à adapter son propre mouvement au mouvement uniforme et continu d'un automate. Précoce car, dit Marx, la rapidité avec laquelle on apprend à travailler sur la machine quand on est jeune élimine également la nécessité de recourir à une classe particulière d'ouvriers. Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que les capitalistes cherchent et trouvent, parmi les enfants, une nouvelle ressource de force de travail plus adéquate à la nature nouvelle du travail. Et alors, Marx montre les conséquences sur le salaire de cet emploi des enfants et des femmes, dans la mesure où le salaire qui était alloué à l'ouvrier, qui lui permettait de se reproduire, et donc aussi de faire fonctionner la famille, peut être le même, mais avec une quantité de force de travail plus importante. On peut donner la même chose, puisque toute la famille participe, mais il y a plus de force de travail. Alors la transformation majeure que produit cet usage des enfants, et à mon avis, ce que Marx décrit comme disons, une surexploitation quasi absolue des enfants, qui deviennent des quasi-choses, et qui deviennent des quasi-choses sous la plume de Marx, et qu'ils deviennent d'autant mieux que le style de Marx dans les descriptions du travail des enfants en régime capitaliste industriel, le style de Marx lui-même s'enflamme et rejoint celui qu'on trouve dans le chapitre sur l'accumulation primitive. Alors, l'exploitation brise la famille, le père devient marchand d'esclaves, il vend ses enfants, la mère n'a plus d'affection pour des enfants qui, en bas âge, sont des poids morts pour elle, qui doit aller travailler. Des poids morts au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'on laisse mourir, etc. Bon. Donc, dit Marx, il y a une énorme mortalité des enfants d'ouvriers dans leurs premières années d'existence. Il y a une énorme mortalité des enfants, mais aussi un affaiblissement précoce de la force de travail, qui du coup ne peut plus devenir adulte dans les mêmes conditions que celles qui pouvaient être employées dans un premier temps. Il me semble que le problème que cherche à cerner Marx à travers toutes ces analyses, ce n'est rien d'autre que celui, disons, de la trop grande violence du capitalisme, de la tendance suicidaire ou autodestructrice propre à la surexploitation capitaliste. On dirait que Marx nous met sous les yeux toutes les raisons, quand il traite du travail des enfants, toutes les raisons pour lesquelles, à vouloir trop prendre, le capitalisme va trop vite. À chercher toujours plus de surtravail pour toujours plus de plus-value, à radicaliser la violence qu'il porte sur le travailleur en lui prenant tout son temps, c'est-à-dire tout son temps de reproduction, et tous les hors-temps qui caractérisaient le temps de la reproduction, le capitalisme sape la possibilité de sa propre reproduction. Il pille cela même dont il a besoin. Si la force de travail est épuisée dès l'enfance, d'où viendra-t-elle ? D'où viendra-t-elle ? Et paradoxalement, pour cette raison même, c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre ce que Marx appelle non plus l'intervention de l'État en appui et en amont du mode de production capitaliste, de la violence d'État, mais Marx parle d'une autre intervention de l'État, ce qu'il appelle l'intervention de l'État dans les fabriques, à savoir les différentes législations qui visent à conditionner le travail dans les usines. D'un côté, dit Marx, il s'est produit à partir de la naissance de la grande industrie un bouleversement violent et démesuré, qui, comme une avalanche, a fait voler en éclats toute espèce de limite, qu'elle soit dictée par les mœurs et la nature, l'âge et le sexe, le jour et la nuit. Mais d'un autre côté, et précisément en raison du premier mouvement, on voit l'État intervenir dans les fabriques, et en 1833 et 1864, le Parlement anglais produit un ensemble de mesures législatives qui visent à limiter l'exploitation, et en particulier l'exploitation des enfants.
Alors, sous l'effet de la lutte des travailleurs, Marx le rappelle, mais bizarrement, ce qui est mis en avant surtout dans ce texte de Marx, hein, c'est aussi par inquiétude quant à l'épuisement de la ressource même de la plus-value et au possible déclin physique et moral des ouvriers. La prolongation démesurée de la journée de travail, la brutalité de l'exploitation sous la révolution industrielle qui fait exploser toutes les limites normales physiques ou morales, conduit à un mouvement inverse, une contre-tendance, qui vise à faire valoir des limites sans lesquelles l'exploitation tendrait à devenir autodestructrice. Et à ces mesures limitant le temps de travail et l'âge des travailleurs, l'État ajoute une exigence importante en Angleterre, en 1850, celle d'une formation minimale ou d'un enseignement élémentaire des enfants avant leur exploitation dans les fabriques. Je vais terminer là-dessus. Je vous cite Marx, « La désolation intellectuelle produite artificiellement par la transformation d'êtres impubères en simples machines, donc transformation en objet, pur objet. La transformation d'êtres impubères en simples machines à fabriquer de la survaleur, et qu'il faut bien distinguer de la simple ignorance naturelle qui laisse l'esprit en friche, sans altération de ses capacités de développement et de sa fertilité naturelle, ce qui veut dire que cette désolation intellectuelle est une altération, conduit à une altération des capacités de développement de la force de travail qui dans l'avenir devrait être la force de travail adulte. Cette désolation intellectuelle a fini, dit Marx, par contraindre même le Parlement anglais à faire de l'enseignement élémentaire la condition légale de l'utilisation productive des enfants en dessous de 14 ans, dans toutes les industries soumises à la loi sur les fabriques. Sauf que cet acte de naissance de l'institution scolaire pour les enfants ouvriers, comme institution de masse, reste abstrait, montre Marx. Parce qu'il faudrait toute une machinerie administrative qui contrôle son effectuation concrète, ce qui n'est pas le cas. Donc, beaucoup de capitalistes contournent les lois, les obligations formulées par le Parlement. Alors, progressivement, ça va se mettre en place. Mais disons que même dans le meilleur des cas, quand il y a des écoles, Marx cite des rapports d'inspecteurs dans les fabriques qui montrent que ces écoles sont de simples lieux on pourrait dire, d'enfermement des enfants, mais enfermement, à mon avis, trop directement négatif. En tout cas, des lieux de pur négatif du travail en fabrique, sans qu'il n'y ait d'activité ou d'apprentissage déterminé, ni même de discipline. Donc l'école pour les enfants d'ouvriers, dans un premier temps, ne répond à aucun des deux, déterminations, à aucune des deux déterminations qui caractérisent habituellement l'école, instruction, apprentissage de quelque chose, ou éducation, moralisation, ou tout ce qu'on veut. Les écoles sont de purs lieux, des négatifs du travail en fabrique. Et parfois même, le maître ou l'instituteur ne sait pas lire et écrire lui-même. Donc, Marx nous donne toutes sortes d'exemples, presque comiques, quoi. Alors la question c'est, est-ce que c'est pour autant une mesure inepte, un mauvais compromis entre parlement, ouvriers et fabricants, capitaliste d'usine? Je suis pas sûr. Il est vrai que la législation, se plaint un inspecteur de fabrique, sous couvert de s'occuper de l'éducation des enfants, ne contient aucune disposition qui puisse assurer le but prétexté. Elle ne détermine rien, dit cet inspecteur, sinon que les enfants devront être enfermés tous les jours un nombre d'heures déterminé entre les quatre murs d'un lieu appelé école. C'est vrai, mais est-ce qu'il s'agissait, au fond, de faire autre chose? De faire autre chose que, au moins dans un premier temps, de ralentir la surexploitation. Il est donc, à mon avis, pas très étonnant de constater, bien souvent, l'ignorance des maîtres d'école, qui sont parfois incapables de lire et d'écrire, et quand bien même les maîtres sont compétents, le maître est compétent, dit un inspecteur, ses efforts échouent presque complètement devant l'affolant troupeau d'enfants de tous les âges qu'il accueille à partir de 3 ans. Et plus loin, cet inspecteur ajoute, un inspecteur de l'Écosse, « Je suis allé dans beaucoup de ces écoles où j'ai vu des ribambelles d'enfants qui ne faisaient absolument rien. » Il me semble qu'on peut penser qu'il s'agit là, avec cette mesure d'institution de l'enseignement élémentaire, d'une intervention de l'État dans les fabriques salutaire pour le capitalisme lui-même et pour la force de travail elle-même, les deux à la fois. Intervention qui a permis l'institution du capitalisme, sa normalisation, dans la mesure où cette intervention fixe les normes de la reproduction de l'exploitation, qui sans cela aurait purement et simplement pillé, épuisé, tué la force de travail.
Et on comprend que Marx puisse rattacher cette espèce de temps hors temps de l'école, décrété par l'intervention de l'État dans les fabriques, avec d'un autre côté, donc rattacher ce temps hors temps, disons mené, conquis par la lutte des travailleurs, avec d'un autre côté des avantages qui retrouvent finalement les capitalistes eux-mêmes, parce que ces mesures anéconomiques, de création de l'école, ces mesures anéconomiques de prime abord sont en réalité les conditions mêmes du capitalisme comme économie, je veux dire, comme logique de reproduction de rapports de force dissymétriques, comme formation sociale, et pas simplement comme pillage en un coup, si vous voulez. Ces mesures, pourtant apparemment hostiles au capital, sont les conditions de sa durée et donc de son existence, si le capital se caractérise non seulement par son accumulation initiale, qui n'est au fond qu'un procédé de capture, mais aussi par la reproduction simple et élargie d'une accumulation qui ne procède plus en un seul coup, mais qui se construit sur un mode plus sériel. C'est l'une des manières, il me semble, d'entendre la proposition de Marx, selon laquelle il ne suffit pas que travailleurs et capitalistes se retrouvent face à face, ni même que les travailleurs soient contraints par la force, qu'elle soit morale ou physique, de travailler, mais qu'il faut également compter avec l'éducation pour constituer une classe ouvrière. Par quoi ? Par éducation, il ne fallait pas seulement entendre la formation subjective d'une classe adhérent... Par éducation, il ne fallait pas seulement entendre la formation subjective d'individus adhérents par là même à leurs conditions de classe, à la fois idéologiquement et matériellement, mais il fallait également entendre l'introduction d'un hors-temps dans le temps accéléré du capital, l'introduction d'un temps qui en ralentisse la pulsion de mort, et tout en lui donnant une limite, lui donne ses propres conditions de reproduction, et ce temps, c'est le temps de l'enfance et de l'éducation scolaire. L'enfance redéfinie comme, au sens très large du terme, comme ce qu'il y a avant le travail, avant l'exploitation. L'école comme école de masse, il me semble, trouve là une de ses sources, je ne dis pas la seule cause, ni la seule source, mais une de ses lignes généalogiques, avant même que d'être un lieu d'apprentissage. Elle est un lieu de soustraction momentanée de la force de travail à sa surexploitation, un hors-temps vide que les différentes modalités disciplinaires d'organisation du temps, de l'espace, des corps et des comportements viendront ensuite occuper. Il faut croiser plusieurs lignes, à mon avis, pour trouver l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, il faudrait poursuivre ces analyses, il me semble, par les débats autour de toutes sortes de débats que nous raconte Marx, autour de ce qu'il faudrait faire dans ces lieux où on ne fait rien. C'est très intéressant. Il y en a qui sont partisans de l'idée qu'il ne faut rien y faire, parce que si on fait faire des choses, on va épuiser précisément les gamins, on va les fatiguer outre mesure. Il faut, disent certains, allier le jeu et le travail. Il y en a d'autres pour qui il faut précisément travailler sur un autre mode pour préparer à l'inscription des enfants dans les rapports de production. Bref, il y a toutes sortes de débats qu'il faudrait connecter ici à l'espèce d'analyse minimale que j'ai fait de ces textes de Marx, qui visait à diagnostiquer un des aspects de l'école comme lieu de soustraction à la logique de l'exploitation. Voilà, qui s'ajoute à ces deux autres aspects dont on parle souvent au sujet de l'école, l'instruction et l'éducation, si vous voulez, l'apprentissage de quelque chose et la moralisation, la constitution de sujets. Donc voilà, il faudrait poursuivre ces analyses également par les dangers qui menacent la forme scolaire de reproduire ce qu'elle voulait éviter, à savoir l'épuisement de la force de travail mineure en la faisant trop travailler, et il n'est pas sûr qu'il y soit parvenu. Je vous remercie de votre attention.